toujours dans cette idée de dresser un peu les constats et de comprendre ensemble la réalité de l'IA dans la santé. Christian, je vais m'adresser à vous. Pendant qu'on préparait, alors je dévoile la suite, ça va pas du tout. Pendant qu'on préparait cette table ronde, vous nous avez partagé cette heat map. J'espère qu'elle s'affiche aussi sur votre écran. Parfaitement pour moi. Donc, oui, en fait, sans vouloir faire un cours, hein, c'est pas le but du jeu ici, même si on est dans une école, mais juste quelques bribes d'informations. Epita est membre fondateur de Impact AI et on s'intéresse au monde de la santé depuis en fait assez peu de temps. Mais on a beaucoup d'étudiants qui sont déjà en poste dans ce domaine-là. Alors, pour revenir sur Impact AI et son application à la santé, donc j'ai mis un pointeur sur le rapport de Cédric Villani sur l'IA. Il avait pointé la santé comme deuxième focus dans son rapport, le premier étant l'éducation. On pourrait en discuter très longuement, mais vous voyez ici l'impact de différentes technologies, enfin des différentes industries, l'impact de l'IA sur les différentes industries. Et en fonction, alors le critère est discutable, mais là on a représenté les investissements, le nombre d'investissements que les VC ont fait par industrie. Sur des boîtes, sur des startups d'IA. Et donc, on voit clairement, enfin, je ne sais pas si vous voyez la ligne bleue, en fait, horizontale. La plus foncée, c'est healthcare, donc c'est bien le domaine de la santé. La deuxième, c'est finance, et c'est pour faire du high frequency trading. Mais donc, clairement, la santé, en tout cas pour les VC, est un sujet réel. Voilà, un sujet d'investissement. Alors ça, c'était pré-Covid. Sachant effectivement qu'on voit que ce heatmap s'arrête en 2019, donc on ose imaginer la suite. Alors la suite, clairement, il y aura encore plus d'investissements dans le domaine de la santé et de l'IA, clairement. Alors après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est mais en fait, ces investissements dans le domaine de la santé, où vont-ils? Alors, on n'a pas de données précises, mais j'ai mis ici une référence d'une publication dans Nature des différents algorithmes d'IA qui sont FDA approved, c'est-à-dire en fait qui sont passés par la Food and Drug Administration, c'est-à-dire qui sont utilisables dans les hôpitaux américains. Et vous voyez les différents domaines d'application. Et on voit très bien que même s'il y a de la cardiologie, il y a un gros domaine vert sur la droite de l'image, je ne sais pas si vous voyez bien, sur la radiologie. Donc clairement, si on regarde en radiologie, évidemment, on a de l'imagerie médicale. On a également en cardiologie, on a aussi de l'imagerie médicale. Et en oncologie, c'est-à-dire pour la partie cancer, on a aussi de l'imagerie médicale. Donc clairement, l'imagerie médicale est l'application, enfin, la zone d'application de l'IA en santé qui a le plus de débouchés aujourd'hui. Voilà. Alors, il y en aura d'autres, hein, il y aura de la recherche médicamenteuse, ce genre de choses, mais c'était juste pour brosser un rapide panorama des applications de l'IA en santé. Je reviens à l'écran pour vous enlever ma partage d'écran, pardon. Noza, je me tourne maintenant vers vous. On voit évidemment donc, que tout ça suscite beaucoup d'espoir avec tout le potentiel que ça implique. La réalité, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IA en santé reste très marginale. Comment vous l'expliquez? J'imagine qu'il y a beaucoup de facteurs, mais aidez-nous à comprendre quels sont un peu les freins ou les choses qui empêchent le développement de cette IA. Bonjour à tous. En effet, l'IA en santé est très prometteuse maintenant pour que l'IA rencontre les promesses dans le domaine de la santé. Il y a la question des données, en fait, la disponibilité des données. Aujourd'hui, c'est un grand frein pour le développement de l'IA en santé. Bien entendu, comme vient de le dire donc Christian, il y a les questions d'homologation. En fait, quand il a mentionné la FDA, en fait, il y a aussi cette question d'homologation dans le domaine de la santé des algorithmes. Et ça, déjà, comme vous le savez, vous direz la certification des algorithmes aujourd'hui en IA, c'est pas quelque chose qui court la rue. D'accord? Et en particulier dans le domaine de la santé. Ça reste même si les preuves de concept, c'est des choses qui sont réalisables et atteignables sans difficulté et avec succès d'ailleurs, la difficulté, c'est de traverser
c'est la traversée qui est très longue en général et un peu la traversée du désert. Moi, je la compare à la traversée du désert. Entre des proof of concept sur des cohortes assez limitées pour ensuite avoir un déploiement à large échelle. Et pour ce déploiement à large échelle, bien, c'est là qu'on retombe sur les questions d'homologation. Et ça, justement, ça ne rigole pas beaucoup sur les questions d'homologation d'IA en santé. La FDA, notamment, a des critères extrêmement stricts et à très juste titre. Et je pense que dans le domaine de la santé, l'homologation des algorithmes est très en avance par rapport à d'autres domaines, dans la mesure où il y a déjà des pratiques, notamment chez la FDA, de software as medical device, donc les algorithmes comme dispositif médical. Eh bien, il y a des critères absolument stricts comme la répétabilité, la reproductibilité des algorithmes. Et ça, ce ne sont pas des pratiques très, très répandues, en fait, ni même encore réalisables avec les données disponibles. Donc, aujourd'hui, je pointe très clairement la disponibilité des données. Quand j'ai disponibilité, c'est-à-dire chez les producteurs de données, bien entendu, ou les dépositaires, c'est-à-dire les hôpitaux, etc., je dirais, la matière existe. Après, est-ce que les bons circuits, les bons flux donc d'information et le bon cycle de vie de la donnée médicale, ne serait-ce qu'en imagerie médicale, dans les bons circuits pour générer de la valeur par les algorithmes de l'IA, ça c'est beaucoup moins sûr. Et d'ailleurs, je crois que ça serait... Ah, il y a un petit bruit. Son micro, super, merci. Désolée, Noza. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est peut-être à un moment donné, il faudrait penser à un dispositif presque de carte de donneur, non pas de donneur d'organes, mais de donneur de données médicales, d'imagerie médicale, avoir un consentement a priori et non pas a posteriori, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de freins justement pour faciliter la circulation, pour autoriser la circulation des données, mais en général, c'est vraiment le chemin de croix, c'est vraiment très complexe. Il faut contacter les patients qui ne sont pas toujours joignables, pas la bonne adresse, peut-être c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et c'est quelque chose qui est assez concret comme proposition, c'est vraiment une carte de donneur, de données, donc de consentement a priori, et c'est quelque chose qui est à mettre en place, parce qu'autrement, ça ne favorise que, je dirais, ça peut aller jusqu'à des pratiques illégales sur la circulation des données médicales, c'est des données hautement personnelles, et quand bien même on anonymise, on sait très bien que l'anonymisation elle est réversible, etc. Donc, je dirais que c'est pas là et puis on sait très bien, chacun a rencontré des difficultés de ce type-là. Donc aujourd'hui, vraiment l'essor et l'impact réel de ce déploiement à large échelle, je pense que la rareté des données qui sont partagées avec ceux qui créent de la valeur de ces données, eh bien, c'est là où c'est un point faible en particulier, d'une part, donc c'est les données, mais aussi les critères d'homologation sont suffisamment stricts pour que, eh bien, enfin, je dirais, ce côté est à juste titre, parce que il faut quand même, et là on reviendra plus tard sur la confiance, parce que c'est même pas, c'est au-delà de la confiance, il y a des critères de robustesse et de fonctionnement, de sûreté de fonctionnement en quelque sorte, des algorithmes qui doit être complètement abouti, parce que là on est clairement dans un domaine hautement sensible avec des risques très importants sur l'humain. Donc c'est une notion de risque aussi, d'identification du risque et de gestion de risque. Ouais. Alors, justement... Oh, pardonnez-moi, Bettina, est-ce qu'on a le droit de poser une petite question? Alors, pas maintenant. Je vous promets, juré, je vous donne la parole dans 1 minute. J'allais justement vous l'annoncer. Je voudrais juste qu'on entende Marguerite et après, je vous donne la parole si ça vous embête pas, juste pour qu'on fasse un premier tour de table. C'est entendu. Pardonnez-moi. Donc, Marguerite, votre micro est coupé, je tiens à le dire. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vais vous laisser réagir à ce que Noza vient de dire, mais donc vous, évidemment, en tant qu'avocate, vous abordez la question du traitement des données par un point de vue réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous, toujours dans cette idée de dresser un peu un constat global, nous aider à voir les zones grises et les forces en présence sur ce sujet d'un point de vue Bettina, votre micro est coupé. Ah oui, c'est embêtant. Pardon, je dis
Je disais, pardon, je suis perturbée du coup. Je vais vous laisser rebondir sur ce que Noza vient de dire, mais je disais juste qu'en tant qu'avocate, évidemment, vous intervenez, enfin, vous arrivez avec un prisme réglementaire. Et donc, sur cette question de la donnée, est-ce que vous pouvez de traitement et de protection de la donnée, est-ce que vous pouvez nous aider à dresser un peu et à identifier les zones grises qui demeurent et les forces en présence? Et après, j'ouvre les questions à la salle. Ok, merci beaucoup, Bettina, et à tous pour cette table ronde. Juste en entrée, en introduction, je me permets, un peu comme l'a fait effectivement Noza, de rappeler qu'il y a plusieurs strates de réglementation, parfois pas forcément bien articulées entre elles et un peu éclatées. C'est un référentiel légal assez éclaté qui peut trouver à s'appliquer aux solutions d'IA. Bon, je pense en premier lieu évidemment à tout ce qui est réglementation sur les dispositifs médicaux, dès lors qu'on est dans le domaine de la santé, comme l'a très justement relevé Noza. Je pense à la propriété intellectuelle, notamment des bases de données. Je pense évidemment à la protection des données et je vais y revenir. Je pense au droit à la vie privée, au secret médical, à un principe aussi qu'on a, nous, dans le Code de la santé publique, à un article qui, par ailleurs, traite plutôt de l'hébergement de données, donc on ne s'attend pas, qui est un principe d'interdiction de cession à titre onéreux des données de santé identifiantes directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne. Donc, ça, c'est un principe assez fondamental. Je pense aussi, évidemment, à tout ce qui est propriété intellectuelle sur les technologies et sur les résultats. Je pense à tout ce qui est responsabilité, notamment quand on utilise effectivement des outils d'intelligence artificielle dans le cadre de la médecine. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de strates de réglementation dont il faut tenir compte. Évidemment, en premier lieu, la protection des données, parce qu'effectivement, l'ambition, ça va être de préserver les droits et libertés des personnes concernées. Et quand on parle de protection des données, la difficulté, c'est que vous allez avoir à nouveau beaucoup de chemins possibles parsemés de plus ou moins d'embûches. Écoute, ça va, non? Pourquoi? Excusez-moi, pensez à bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Désolée. T'es où aujourd'hui? Ah, alors il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas fermé son micro. Les aléas de ces conférences, cette conversation, je crains. Donc, c'est vrai qu'en matière de données, il va falloir, de protection des données, ce qu'il va falloir se poser comme question, en premier lieu, évidemment, ça va être de savoir de quelles données on a strictement besoin et est-ce que ces données doivent être peuvent être anonymisées ou est-ce que ces données vont être pseudonymisées? C'est-à-dire que la différence, c'est que quand ce sont des données pseudonymisées, il y a un retour vers la personne qui est possible. Donc, on peut réidentifier il y a la personne qui est concernée par les données, tandis que quand on est sur de l'anonymisation, il y a 3 conditions qui doivent être réunies pour qu'elles soient parfaites, à savoir pas d'inférence, pas de corrélation et pas d'individualisation possible. Ce sont des critères qui datent maintenant de 2014 et qui ont été posés par le G29. C'est vrai qu'ils sont difficiles à réunir. Et dans certains cas, on peut avoir, mettons, 2 critères, mais considérer que la réidentification n'est pas possible avec des moyens, on va dire, raisonnables, et donc considérer quand même qu'on est sur des données anonymisées. Et pourquoi j'insiste sur ce point? C'est parce qu'en fonction justement des données dont que vous allez traiter, si elles sont pseudonymisées, vous êtes effectivement sur le régime notamment du RGPD, de la loi informatique et liberté, etc. Et quand les données sont anonymisées, vous sortez de ce régime. Mais encore faut-il les anonymiser. Et le traitement d'anonymisation lui-même est soumis au RGPD, puisque par définition, il va intervenir sur des données qui sont des données à caractère personnel. Donc, on voit que ça va être comme je rejoins complètement Noza sur ces constats, on a une vraie difficulté à identifier les conditions dans lesquelles on peut effectivement rassembler suffisamment de données et pour pouvoir produire une solution d'IA et surtout de le faire de manière qui soit respectueuse des droits et libertés des patients. J'ai eu quelques exemples récents où ça a été possible, mais il a fallu effectivement jongler entre beaucoup de textes et puis faire preuve
et beaucoup documenté la façon dont on procédait, les données qu'on traitait, la manière dont on respectait les droits des personnes, les acteurs intervenants et leur rôle et responsabilités respectifs pour pouvoir le faire. Donc, par exemple, je pense, je suis intervenue notamment surtout sur l'imagerie, mais pas que, on va dire, mais sur l'imagerie, par exemple, récemment, parce que ça intéresse tout le monde, sur la constitution d'une base nationale de scanners thoraciques anonymisés qui avait pour but effectivement de permettre in fine une meilleure prise en charge des patients parce que on va pouvoir identifier des pronostics grâce aux images, on va pouvoir mieux prendre en charge le patient parce qu'on va mieux le diagnostiquer et mieux l'identifier plus rapidement. Donc l'idée là, c'était effectivement de travailler sur des données complètement anonymisées, des scanners complètement anonymisés, et ça a demandé effectivement un travail très conséquent pour arriver à retirer évidemment toutes les données identifiantes, mais aussi toutes les métadonnées qui pouvaient concerner à la fois les personnes concernées, les opérateurs, les établissements d'origine, etc. Et on est arrivé à une solution où effectivement on pouvait affirmer qu'aucun retour aux patients n'était possible, que donc les droits et libertés des personnes concernées étaient complètement garantis. Et en plus, on avait effectivement procédé à une information des patients sur le fait que leurs données étaient anonymisées, seraient anonymisées dans un second temps, après évidemment à la prise en charge médicale. Donc de sorte qu'on avait vraiment pris une approche très éthique et responsable à l'égard des personnes concernées. J'ai eu le même cas sur le développement de bases de données en IA pour la radiologie traumatique. Mais c'est vrai que en France aujourd'hui, sur ces sujets-là, on a des freins qui sont très importants. Et comme les techniques évoluent, que les techniques d'anonymisation, les techniques de développement, les techniques de collecte des données, etc., on a effectivement parfois, on va dire au niveau des autorités, une forme de trouble. J'allais dire de flou, oui, de trouble. Merci pour cet état des lieux, disons. Je vais laisser la parole. Je ne sais plus qui voulait poser une question. Si elle est encore. C'était Valérie Noël. Est-ce que vous avez envie de mettre votre caméra? Bonjour à tous. Voilà, la question que je voulais poser, c'était effectivement, parce qu'on utilise beaucoup toute la rhétorique de l'INO avec les POC, etc. Alors, je comprends bien effectivement qu'il faut un volume de data important, donc il faut des homologations, etc. Mais je me disais aussi, plus en aval, il y a le sujet aussi du test and learn. Et là où sur des données, j'ai envie de vous dire, par exemple, moi je suis dans le secteur financier, on peut faire du test and learn, voilà, auprès d'usagers, mais là les usagers dans la santé sont des humains. Donc en fait toute cette partie effectivement du test and learn pour pouvoir justement faire mouliner le modèle, aller back and forth, etc., l'affiner. Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, sachant que là on a affaire à des humains. Et la deuxième question à la suite effectivement de l'intervention juste précédente sur les sujets légaux, je me disais juste une chose dans ma petite tête, le consentement, effectivement avoir le consentement, mais généralement dans la santé les gens donnent leur consentement mais sans connaissance de cause. C'est-à-dire que dans l'urgence on va donner effectivement le consentement d'avoir accès aux données parce qu'on dit toujours que c'est pour le bien. Mais bon, même en l'ayant donné, le consentement, on n'est pas véritablement certain d'être vraiment averti sur ces sujets, quoi. Donc voilà, c'était mes deux petites remarques. Ah, Christian, je sens que vous avez envie d'intervenir, mais votre micro est coupé. Oui, donc peut-être sur la première question, je vais essayer de répondre sur la première question. Donc sur les risques, quand on fait de l'imagerie médicale, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux médecins qu'en fait, on est un deuxième avis. Et en gros, la main sera toujours au personnel de santé. C'est-à-dire, typiquement, prenons un exemple concret, si je vois une tumeur et je vois un petit point blanc sur une image, dire que c'est un cancer, je pense que vous n'aimeriez pas recevoir un SMS d'une IA. Donc, clairement, la décision sera toujours annoncée par un personnel médical.
et probablement toujours un médecin. Noza, vous vouliez rajouter quelque chose, pardon? Oui, tout à fait. En fait, j'avais soulevé cette question sur les données médicales. J'ai pas évidemment la solution magique, mais c'est une piste importante et j'attire l'attention en fait de l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, pour l'évaluation du bénéfice-risque du freinage de la circulation de ces données. Parce qu'il faut quand même garder en tête que des données qui n'alimentent pas l'IA, c'est accepter que l'IA ne progresse pas dans le domaine de la santé, c'est accepter que certains patients, en fait, ne bénéficient pas aussi de tout le potentiel de l'IA en santé, c'est-à-dire l'aspect prédictif, c'est-à-dire être averti et capable de dire à un patient, attention, il y a des prémices et peut-être que vous allez récidiver, dans 6 mois, il faut anticiper de vous faire soigner ou d'entamer déjà un certain parcours de santé maintenant et pas attendre 6 mois jusqu'à l'aggravation de la maladie. Il faut être conscient de ces risques-là. Donc, et encore une fois, l'IA dans la santé, c'est pas que des algorithmes, c'est toujours le duo algorithme et données. Quand bien même on a des algorithmes très puissants, très vraiment performants, etc., s'il n'y a pas les bonnes cohortes qui sont avec des données bien qualifiées, eh bien, s'il n'y a pas cette rencontre de ces deux facteurs-là, il n'y a pas d'impact, puisqu'on est dans le sujet de l'impact de l'IA, il n'y a pas d'impact quand les données et les algorithmes ne se rencontrent pas. Donc, plus le chemin des données est complexe, eh bien, moins cette rencontre va pouvoir avoir lieu. Et du coup, bien entendu, si c'est des données humaines, etc., et on n'est pas informé, oui, mais quand ce flux-là des données pour les algorithmes ralentit, eh bien, il y a des patients, en fait, qui vont probablement décéder parce qu'ils n'ont pas eu la bonne décision à temps. Leurs cas vont s'aggraver parce qu'ils n'ont pas eu telle ou telle information, parce que l'IA, c'est quoi aussi son bénéfice? C'est son côté prédictif. C'est apprendre des cas passés, en fait, et être capable d'anticiper, par exemple, si je prends le domaine de l'oncologie, être capable d'anticiper une récidive. Pourquoi attendre la récidive pour qu'elle arrive, pour que, tiens, en fait, on va peut-être maintenant… En fait, si on coupe les vivres aux algorithmes, c'est-à-dire on coupe les données, eh bien, on va être tout le temps dans une posture post-maladie, c'est-à-dire la maladie est là, on va la soigner, d'accord? On est plus dans le diagnostic, mais on n'est pas dans le préventif. Et c'est bien dommage. Et ça empêche de sauver des vies. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Après, quelles sont les mesures? Moi, je ne suis pas spécialiste juridique, mais je dis que là, le champ est énorme de travail pour faire des propositions pour que ce flux de données soit libéré. Voilà, ça libéré pour générer de la valeur, surtout pour les patients. D'accord? Merci. Je vais juste faire un dernier commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais en plus, il y a, juste pour lancer peut-être même un autre débat, quand on va rajouter les données génétiques, ça va être encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de cancer, évidemment, on peut faire du prédictif aussi sur l'apparition des cancers. Et là, ça pose d'autres sujets encore. Je laisser réagir Christelle et Marguerite, peut-être rapidement, et ensuite donner la parole à Guy Mamoumani qui a une autre question ou un commentaire, je présuppose. Vas-y Marguerite, tu avais levé la main avant. Merci Christelle, merci Bettina. Effectivement, il y a un arbitrage très très difficile sur le plan éthique, sur le plan sociétal, sur le plan vraiment de notre responsabilité collective, sur le point de savoir effectivement comment entre des libertés comme celle du droit à la vie privée, du droit à son secret médical et aussi l'ambition de notre obligation de finalement prendre en charge les gens et de prêter assistance et de se donner les moyens de le faire le mieux possible. Clairement, on est sur un arbitrage extrêmement compliqué. Et c'est vrai que sur le plan juridique, ça suppose effectivement de faire parfois de choisir parfois des solutions un petit peu audacieuses et de prendre, on va dire, dans la logique du RGPD, de se responsabiliser en documentant la façon dont on procède
pour prouver que c'est respectueux des droits et libertés des personnes concernées. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que sur le plan technique aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui développé des moyens, et c'est notamment Pierre-Antoine Bourreau, qui est un DUHP du CHU de Nantes, et qui travaille, qui est à l'origine notamment d'un certain nombre d'entrepôts de données de santé, et qui est d'ailleurs qui a travaillé aussi très activement pendant le confinement sur l'impression de respirateurs artificiels, etc. Qui a travaillé sur un concept de données synthétiques. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à constituer des jeux de données à partir de réels jeux de données, mais d'aller modifier des valeurs sans que ça modifie dans leur intégralité l'exactitude, la qualité et la représentativité des données. C'est-à-dire, par exemple, on va intervertir des dates de naissance dans un même panel. On va modifier en fait certaines des données, on va les échanger entre les différents participants. Et dans certains cas, alors évidemment, ça demande une maîtrise qui me dépasse largement, hein, mais on est arrivé dans certains cas avec du coup des volumes de données qui soient très importants et qui permettent effectivement de faire avancer la recherche et le développement de l'intelligence, d'outils d'intelligence artificielle, en restant respectueux des personnes concernées. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une dichotomie qui est que sur le plan juridique qui s'opère entre si on fait de la recherche et si on fait si on développe des IA. Et quelque part, il y a une forme de défiance dès lors qu'on est sur du développement de l'IA, parce que nécessairement ce sont des privés et que nécessairement derrière il y a aussi des ambitions économiques. En même temps, il faut bien que ces gens-là soient motivés pour travailler. Et on a cette défiance en France qui est assez importante et qui du coup crée des freins. Ce qui fait que finalement, on voit que là où ça fonctionne un petit peu plus facilement, ça va être autour, par exemple, des projets du Edge Data Hub. Et donc là, ça fonctionne principalement sur des appels à projets et du coup, avec des partenariats entre privé et public, où en fait, un CHU finalement va se porter caution et va apporter ses données à et sa méthodologie, ses protocoles, et être investigateur, etc. sur du coup, pour développer une intelligence artificielle avec une start-up, par exemple. Ça, c'est des choses qui se font un petit peu aujourd'hui, qui quelque part rassurent le public. Et c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose, on est aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup d'agilité et de beaucoup de persuasion pour arriver à développer, avec le cadre juridique qu'on a, effectivement une IA, et parce que, comme le dit très justement Noza, on a ce sujet des data qui reste effectivement, qui a un référentiel très éclaté et compliqué. Christelle, je vous laisse réagir et ensuite je donne la parole à Guy. Oui, en fait, je voulais juste dire qu'effectivement, on est face un peu à deux solutions. Soit il y a l'anonymisation des données, et là, on peut aussi avoir des problèmes de traçabilité des données, et parfois, on est justement, quelqu'un disait, on est sur des humains, pas sur… donc, c'est un sujet particulier, et on est sur de la santé, donc il peut y avoir vraiment ce besoin, finalement, de savoir à qui appartiennent les données, et puis de bien avoir les informations ensemble, parce que c'est des situations médicales différentes. Donc, on perd quelque part peut-être un petit peu de richesse en fait de la donnée en étant trop dans l'anonymisation, soit le consentement individuel. Et le consentement individuel, je crois qu'une personne l'a noté, c'est un petit peu un problème, parce qu'en fait, c'est des consentements qui sont difficilement éclairables. Il n'y a pas de pouvoir de négociation en face de l'individu. Donc en fait, il y a tout un travail à faire sur les mécanismes de la gouvernance des données. Et là, en fait, dans le rapport, on a juste noté deux pistes, mais il y en a deux, trois pistes, mais plein de choses à dire. Il y a David Gruson, par exemple, qui est fondateur d'Ethic IA, qui parle de la garantie humaine, donc d'une instauration de comités en fait éthiques autour du coup, ce serait autour de cohortes de données, de cohortes de patients particuliers, hein, peut-être par maladie, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais ils avaient travaillé sur un démonstrateur sur la santé bucco-dentaire, par exemple. Soit les fiducies de données, qui était l'idée qu'on avait discuté avec Noza pendant l'entretien préparatoire du rapport, l'idée d'essayer d'imaginer des mécanismes de gestion un peu plus collective des données. Imaginons par exemple des malades, des personnes malades qui ont une maladie rare, du coup décident de partager ensemble leurs données.
mais en étant de façon plus structurée, plus collective et avec des conditions au départ très fortes, c'est uniquement pour la recherche sur cette maladie, par exemple. Et donc, ils ont un pouvoir à la fois de contrôle et peut-être un pouvoir juridique plus important, enfin, en tout cas judiciaire plus important, un petit peu comme on peut avoir les class actions, ce genre de choses. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste, il y a beaucoup de choses à travailler autour de cette gouvernance des données, parce qu'effectivement, sinon, là, on assèche l'IA et on peut ne pas arriver à la performance attendue du tout. Merci. Guy Mamoumani, pardon, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. En fait, je trouve que le problème est très bien posé, parce que nous avons d'un côté la nécessité d'avoir énormément de données, comme l'a très bien dit Noza, pour pouvoir travailler, quoi, hein, sinon une IA sans données n'a pas de sens, et de l'autre côté, la problématique de la propriété des données, de la confidentialité. Donc, il faut absolument arriver à résoudre ce problème, hein, de ce paradoxe en quelque sorte. Hein. Alors, moi j'adore l'idée des données synthétiques, mais enfin, à ce jour, on n'est pas encore prêt. Deuxièmement, l'idée d'avoir des donateurs de données, ça aussi j'aime beaucoup, mais avant qu'on ait quelques milliards de données avec des donateurs, il va se passer du temps. Donc, en fait, moi mon propos est de dire qu'il faut être pragmatique. Hein, c'est-à-dire que tant que nous n'avons pas de meilleure solution, je pense, comme l'a très bien dit Madame Braque de la Perrière, que l'anonymisation est une réponse suffisante. Alors, j'en suis un peu parti pris, puisque je suis le maître d'œuvre avec mon entreprise du Health Data Hub, qui a été très critiqué pour d'autres questions, mais en tout cas, le travail de Stéphanie Combe, la directrice, et de ses équipes, garantit une anonymisation qui nous permet de travailler. Et du coup, il faut quand même le dire, à force de se poser de toutes ces questions et ces fameux principes de précaution, nous sommes toujours en retard. Et Noza, d'ailleurs, avec qui j'avais travaillé à l'époque où j'étais président du Syntec numérique, peut témoigner que ça fait 15 ans qu'on demande la libéralisation de ces données pour qu'on puisse travailler. Et ma foi, si on nous avait écoutés à l'époque, je pense qu'on aurait eu un Health Data Hub bien avant la dernière année, et que peut-être, on aurait été mieux armés pour adresser la Covid. Donc, ce que je voudrais, pour finir dans ma contribution, c'est de dire qu'il est absolument nécessaire que nous arrêtions toutes ces tergiversations, même si je comprends très bien la nécessité de la protection de la vie privée de chacun, mais il faut arriver à se dire qu'à un moment, il faut faire un choix, et que si nous ne faisons pas ce choix, nous serons éternellement bloqués. Ça, c'est un vrai cri du cœur. Je pense que vous prêchez des gens convaincus. Christelle, tu voulais réagir? Ou c'est une main levée Oui, j'ai oublié d'enlever la main, je crois. Ah. Voilà. Bon. Moi, je peux peut-être faire juste un petit commentaire. En effet, les données, c'est crucial, hein, on est bien d'accord. Moi, je vais répondre en tant qu'école d'ingénieur, hein, puisqu'on a eu ce problème-là, un vrai gros problème. Comment donner accès à des données à des étudiants? Vous voyez, c'est un vrai sujet. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec la PHP. Donc, du coup, on a accès à des données patients, mais qui sortent pas de leur data center. Et puis de l'autre côté, on fait des concours internationaux d'imagerie et d'IA, comme Mikai, qui ont des données publiques de ce type-là. Mais c'est un gros sujet. Et encore, aujourd'hui, on est en train de parler de données, je répète, d'imagerie. C'est, entre guillemets, encore simple. Quand on va passer à des données génétiques, ça va être vraiment compliqué. Je pense que ça va être un ordre de grandeur au-dessus, voire deux. À venir. Christian, je vais vous redonner la parole. Dans le rapport, on insiste, enfin vous insistez beaucoup par votre témoignage sur le frein culturel, disons, qui existe entre le milieu ingénieur informatique et le milieu médical. Qui peut provoquer de l'incompréhension, voire de la méfiance. Comment, selon vous, on comble ce fossé, et racontez-nous un peu la façon dont vous articulez ça dans votre majeure santé, justement, où l'idée c'est de mélanger les points de vue. Absolument. Bon, en fait, nous on est parti d'un constat simple, c'est que les entreprises aujourd'hui,
elle voudrait des profils ingénieur-médecin, médecin-ingénieur. Et si on fait le calcul, ça fait du bac plus 16, en gros. Voilà, donc bac plus 16, pourquoi pas. Alors dans ce cas-là, la personne, elle doit faire. Alors je vais vous démontrer par A plus B que c'est pas possible. D'abord parce que le time. Je partage la petite slide qu'on avait. Et je veux bien, oui, parce que ce sera peut-être plus simple qu'avec des mains. Mais donc la slide illustre en fait juste les formations en France. Hein. Donc vous avez à droite les formations de médecine, et puis donc en violet les formations de bac plus 5, donc d'ingénierie. Donc soit on commence par faire des médecins et ensuite on essaie d'en faire des ingénieurs, et c'est pas possible parce qu'il y a la CTI, la commission d'éthique d'ingénieurs, met des limites sur les âges d'entrée dans les écoles d'ingénieurs. Donc typiquement on peut pas fabriquer des médecins ingénieurs. Et ensuite si on fabrique des ingénieurs médecins, ça veut dire qu'on va former des ingénieurs et qui vont rentrer sur le marché du travail 11 ans plus tard comme spécialistes. Donc ils auront des techniques d'ingénierie qui auront 10 ans de retard. Donc médecin-ingénieur, ingénieur-médecin, je pense que c'est pas une bonne solution. Donc nous on essaie une autre voie. La première voie qu'on a faite, c'est on a fait une mineure santé où on a mis un petit vernis sur des élèves de dernière année. Ça, on a fait ça depuis 2019, donc c'était avant le Covid, hein, je précise. Et puis, on est passé depuis cette année sur une majeure santé. La majeure santé, c'est-à-dire qu'on prend des bacs plus 3 et on leur met 2 ans d'ingénierie spécialisée en santé. Pour ce faire, on a un partenariat avec la PHP. On les met donc la PHP représente à peu près un tiers des cours. Donc ça fait à peu près 200 heures par an de vis-à-vis de médecins, enfin de professionnels de santé en milieu hospitalier. Et en plus de ça, on a un médecin référent à bord de la majeure santé, pardon, et donc qui lui fait aussi une petite centaine d'heures de cours. Et donc du coup, à la fin, on a à peu près la moitié du temps des enseignants qui sont du domaine de la santé. Donc on pense que déjà, exposer fortement les étudiants en informatique à des professionnels du domaine de la santé, c'est un premier pas pour se comprendre et pouvoir échanger avec un vocabulaire commun. Et puis le deuxième point qu'on essaie de mettre en place, et ça c'est un peu plus pour le long terme, mais ça avance plus vite que prévu finalement. Vous avez ici une citation de Xavier Jeunemet, qui est doyen de la faculté de santé à Paris, et qui pense que l'hybridation, et on est en train d'y travailler avec eux, est un bon sujet. L'idée à terme, ce serait de prendre des personnes qui ratent la première année de médecine de très peu, à qui on ferait passer des tests d'informatique et qui rejoindraient une école d'ingénieurs pour bac plus 5 et du coup retourneraient à l'hôpital au moment de l'internat des personnes avec qui ils étaient collègues de promotion en médecine. Voilà. Donc on pense que c'est peut-être une voie à explorer. Donc on va le faire cette année, titre expérimental, avec quelques 5 ou 10 anciens étudiants de première année de médecine, et puis on verra si ça marche. Et si ça marche, on essaiera de grossir les effectifs. Voilà. J'enlève la slide. Noza, pour revenir vers vous, là dans cette question à Christian, il y avait la question de la confiance dont on a beaucoup parlé entre les différentes parties prenantes. On a déjà abordé quelques solutions, je ne vais pas revenir dessus, mais toujours pour prioriser, vous parlez beaucoup de espérer la confiance versus apporter l'épreuve de la confiance dans l'IA en santé. Si on devait identifier une ou deux priorités pour apporter ces preuves-là, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ? Alors, je voudrais tout d'abord marquer la différence entre l'IA de confiance et l'IA éthique. Oui. D'accord ? C'est important pour avoir des repères, en tout cas de mon point de vue. L'IA de confiance inclut l'IA éthique, mais en plus rajoute des critères objectifs de robustesse technique. D'accord ? Parce que l'éthique, ça reste quand même des valeurs finalement, et donc ça peut être subjectif et ça peut varier d'une sphère culturelle à une autre, ça peut être aussi que du goodwill, d'accord, donc il faut faire attention, certes, mais
moi, c'est la raison pour laquelle j'ai poussé beaucoup la notion de l'IA de confiance auprès de la Commission européenne quand je me suis occupée du rapport Ethical Guideline for Trustworthy AI. C'était vraiment de passer à la phase IA de confiance qui rajoute, en plus de ces notions éthiques, qui rajoute la robustesse technologique. Et donc, dès qu'on parle de robustesse technologique, eh bien, c'est par ce biais-là, je vais éviter le mot biais quand même, de circonstances, c'est justement cette question de robustesse qu'on va pouvoir avoir les preuves de la confiance, c'est-à-dire donc des mesures objectives, donc de comportement algorithmique. Et notamment la question de l'auditabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Faciliter l'auditabilité, avoir à minima l'engagement de l'auditabilité. Et puis, je ne suis pas en train de dire de publier son code source. Ça, c'est une violation de secret professionnel. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Et quand on parle de transparence, ça ne veut pas dire publier aussi un savoir-faire. C'est surtout apporter, en fait, cette information manquante sur le comportement d'algorithme. Il fait ce qu'il dit de faire. Il ne fait pas autre chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'auditabilité, donc être capable d'analyser les données entrantes, sortantes, les appels système. Enfin, il y a des approches vraiment technologiques qui nous permettent d'avoir